pour nous parler de notre médecine légale. Ok, Atik Saha. Alors, Awal Haja Sa'a, merci pour l'invitation. Et puis, Alf Mabrouk pour les collègues qui ont réussi le CN et qui sont dans leur quête de spécialisation. Bon, la médecine légale, je vais essayer d'être pas trop émotif, hein, parce que j'aime tellement la spécialité que ça risque de biaiser mes propos. Hein. Alors, la médecine légale, tout d'abord... دكتور بن خليل مثالش اي ليه راهم هما الاخرين فتقوا مواهبهم دايوغ جينيكو داخله وفوق تضم vous avez un quart d'heure فاتي tous les moyens sont bons pour recruter. Il faut vraiment transmettre tout votre amour de votre spécialité. Excellent. On va essayer de faire ça. Alors, Awal Haja, je vais essayer de démystifier un peu la spécialité et enlever certains amalgames. Hein, parce que très souvent, et d'ailleurs on va dire c'est naturel, hein, on a tendance à penser que la médecine légale, c'est la science de la mort, c'est les autopsies. Alors, il faut savoir tout d'abord que la moitié, si ce n'est un peu plus, des patients qu'on reçoit en médecine légale, ils sont vivants. Hein. Que ce soit en matière de victimologie, agressologie, donc tout ce qui est victime d'agression sexuelle, agression physique, les survivants de torture, les expertises en évaluation du dommage corporel dans le cadre des traumatismes, enfin des agressions, mais aussi des accidents de circulation, accidents de travail, pour dire que l'idée reçue que la médecine légale, c'est les morts, c'est les autopsies, elle n'est pas complètement correcte. Alors, par rapport à la spécialisation, le cursus, il contient 4 années. 4 années où on a au moins 3 ans dans la spécialité et 1 année de stage optionnel. On a un stage optionnel qui est obligatoire en anatomie pathologique, donc on n'en a pas parce que une grande partie, on va dire, du diagnostic en post-mortem se fait au niveau de l'anapath, donc c'est important que le résident futur légiste, qu'il puisse comprendre un rapport d'anapath, mais aussi qu'il puisse orienter et faire le diagnostic différentiel entre certaines lésions. Et puis, le deuxième stage optionnel, il est au choix, donc il peut être fait dans un centre de traumatologie, que ce soit en orthopédie, en urgence, en réanimation ou en réanimation toxicologique, en l'occurrence au CAMU. On a de très, très belles relations professionnelles avec nos collègues au CAMU parce que ils sont le centre qui reçoit le plus d'intoxication aiguë, potentiellement mortelle. Donc, c'est important pour le médecin légiste dans l'établissement du diagnostic de mort toxique de pouvoir connaître les principales molécules qu'on observe dans le marché tunisien et puis les signes cliniques. Donc là, c'est par rapport au cursus. Bon, par rapport aux prérequis, on va dire, hein, souvent on a tendance à penser que l'anatomie serait importante et en effet, mais l'avantage, c'est qu'en médecine légale, on va apprendre l'anatomie sur le tas. On va apprendre. C'est impossible de réaliser une bonne autopsie si on n'a pas des connaissances en anatomie, mais on n'a pas besoin d'avoir le Rouvière avec ses 4 tomes dans le cerveau avant d'entamer la spécialité. Généralement, nous, c'est de l'anatomie appliquée. Et de même, on a de plus en plus usage du scanner et de l'imagerie à rayon X. Donc, du coup, au fur et à mesure du cursus, on va avoir des connaissances aussi en matière d'imagerie post-mortem, d'interprétation des scanners. Pour certaines causes de décès, le scanner est le gold standard, hein, notamment en matière de décès secondaire à des accidents de plongée en scaphandre autonome, par exemple. Hein. C'est le scanner qui va poser le diagnostic, hein, que ce soit d'embolie gazeuse, que ce soit de barotraumatisme, parce que souvent à l'autopsie, on va avoir une autopsie blanche. Donc là, c'est par rapport au cursus, par rapport aux prérequis. Maintenant, je viens à la spécialité proprement dit. Tout d'abord, et c'est sans surprise, c'est une spécialité différente parce que on a attrait à des ayants droit de patients. C'est pas des patients eux-mêmes, c'est des familles de patients décédés qu'on va recevoir. Vous imaginez que la mort, le deuil, si on rajoute au deuil un peu
certaines particularités culturelles. On exprime le deuil, c'est exagéré, c'est sur un mode violent. Donc, la patientèle, elle est particulière, mais par contre, la valeur ajoutée que nous offrons aux ayants droit des personnes décédées et surtout à la justice vaut cette particularité. Parce que nous, on reçoit les cadavres médico-légaux, c'est-à-dire là où le médecin qui va constater le décès va opposer l'obstacle médico-légal, donc il va dire en quelque sorte à l'autorité judiciaire la situation elle est suspecte ou la cause n'est pas évidente, donc il faut qu'il y ait une instruction judiciaire. Donc après une instruction judiciaire, il va y avoir une réquisition, entre autres la réquisition pour l'autopsie. Alors, je dirais que dans la majorité des cas, la cause, elle est quasiment évidente. Parfois, on a un accident de circulation, un polytrauma, trauma crânien, etc. Et parfois, on a des collègues médecins, ils vont dire, mais quelle est la valeur ajoutée de l'autopsie? Alors, la valeur ajoutée de l'autopsie, premièrement, c'est cette instruction. Deuxièmement, c'est parfois le fait de détecter des signes en faveur plutôt d'une mort criminelle qui est maquillée sur le mode accidentel. Et je peux vous dire que ces cas ne sont pas prédominants, mais c'est les cas où la valeur ajoutée de la médecine légale trouve tout son intérêt. Je dirais carrément, j'utilise le terme, même s'il n'est pas le meilleur terme à choisir, mais je dirais que c'est jouissif. C'est jouissif quand c'est le légiste qui va modifier le cours de l'instruction, en partait vers une mort naturelle, en partait vers une mort accidentelle, une mort suicidaire, et puis hop, on a des signes en faveur de suffocation, on a des signes qui ne sont pas expliqués par l'histoire rapportée. On va revenir au juge d'instruction, au procureur de la République, et derrière, il va y avoir changement lors de l'instruction, il va y avoir des personnes qui vont avouer ou voilà. Et là, honnêtement, ça vaut tout l'effort qu'on fait. Ça vaut parfois, on va dire, la particularité de la spécialité. Par rapport à la clinique, la médecine légale clinique, nous on reçoit les victimes d'agressions sexuelles, on reçoit les victimes d'agressions physiques. Et là, l'avantage par rapport à l'examen réalisé par le gynécologue, qu'on respecte beaucoup, on travaille beaucoup avec les gynécologues, notamment pour le diagnostic de grossesse, surtout, mais aussi pour la prise en charge des complications aiguës, que ce soit des hémorragies, etc. L'avantage, c'est que nous, on permet en même temps une documentation médico-légale de qualité, plus un examen qui est spécialisé, plus une orientation vers les centres de femmes violentées, vers les centres de prise en charge psychologique. Je peux citer l'exemple de l'unité médico-judiciaire à l'hôpital Charles-Nicolle, qui est actuellement la seule unité proprement dit spécialisée en victimologie. Inch'Allah, en attendant d'avoir plus de centres, il y a des centres en cours à Sfax, il y a un centre, Inch'Allah, qu'on va bâtir bientôt, le centre de traumatologie Grand Brûlé Ben Arous. Et là, on va avoir les psychologues sur place, on va avoir des conventions avec la gynéco, avec la dermato, avec l'infectiologie, pour tout ce qui est dépistage des IST, pour tout ce qui est prise en charge des IST, pour tout ce qui est contraception d'urgence, donc la pilule du lendemain, etc. Et maintenant, on a de plus en plus de demandes. L'UMJ de Charles-Nicolle, elle reçoit plus que 1000 patients, victimes par an, ce qui est un nombre substantiel, un nombre assez significatif. Et on estime que si on ouvre l'examen sans réquisition, on peut aller vers, on va compter en 4 chiffres, 10 000, 20 000, 30 000, ce que la demande y est. Donc là, c'est par rapport, voilà, là, c'est les champs d'application de la spécialité. On a aussi des champs d'application qu'on cultive petit à petit, notamment l'anthropologie médico-légale avec les collègues radiologues. Jusqu'à maintenant, pour être honnête, c'est plus un champ de recherche qu'un champ d'exercice proprement dit, mais je pense que ça va venir. Alors, c'est quoi l'anthropologie médico-légale? C'est tout ce qui est évaluation et estimation du sexe et de l'âge en se basant sur des critères anthropométriques, radiologiques, scanographiques. Et j'avais dirigé avec les collègues de radiologie 8 thèses, dont 2 sont déjà publiées, les autres sont en cours, où on est en train de valider des équations discriminantes permettant d'estimer l'âge avec un écart type assez fidèle et avec une performance assez importante. Et aujourd'hui, avec le flux de migrants qu'on reçoit, avec toute l'histoire de cadavres que la plage ou la mer
va faire ressortir. La génétique qui coûte trop cher, parce que la génétique reste le gold standard en matière d'identification, mais elle coûte tellement cher et qu'il vaut mieux qu'elle soit orientée par une estimation radiologique avant, comme ça on va pas faire les prélèvements à tout le monde, on va pas comparer avec tout le monde, on va choisir des cohortes. Et je pense que petit à petit, ça va être un champ qui va se développer en Tunisie. De toute façon, en Suisse, en France, il y a des légistes qui sont spécialisés en imagerie. Bien sûr, ils ne peuvent pas avoir cette activité de radiologie médicale, mais ils peuvent avoir une activité d'imagerie forensique, c'est le terme utilisé. Deuxième champ qu'aujourd'hui on peine un peu à développer, mais qui va être développé sûrement un jour, c'est le thème de la toxicologie médico-légale, la toxicologie analytique. Et là, tout ce qui est dosage des stupéfiants, tout ce qui est étude de l'imputabilité entre les toxiques et la mort, c'est de plus en plus demandé. Aujourd'hui en Tunisie, on ne compte plus les molécules. Avant, on savait, il y avait alcool, il y avait parkisol, il y avait cannabis. Aujourd'hui, MDMA, buprenorphine au dosage, Subutex, etc. La liste, elle est très, très, très longue et c'est un domaine qui va se développer. Donc voilà, donc là, c'est, on va dire, le cursus, le contenu, les champs d'action. Alors, par rapport à l'organisation de la spécialité, on est loin de la spécialité qu'on savait il y a 20 ans. Avant, il y avait les 4 grands centres, enfin les centres hospitaliers rattachés aux facultés. Il y avait le service à l'hôpital Charles-Nicolle, évidemment, c'est le service, on va dire, mère, voilà, père, enfin, c'est l'ancêtre de la spécialité en Tunisie. Puis on avait en deuxième lieu Sfax, puis Sousse, puis Monastir. Maintenant, et j'avais fait le compte aujourd'hui, et j'étais aussi, je ne l'avais pas vu de ce côté-là, on est à 19 services. 19 services répartis sur les différents gouvernorats. Les 2 derniers nés sont le centre de traumatologie Grand Brûlé à Benarous, que j'ai l'honneur d'en être le chef. Et puis, on vient d'avoir un collègue qui a rejoint l'hôpital de Jandoub. Il vient d'être nommé il y a 5 jours. Alors, je peux citer les centres. Donc, on a les centres universitaires. C'est l'hôpital Charles-Nicolle, CTGB, Bizerte et Nabeul. Donc là, c'est les centres universitaires rattachés à la FMT. Rattaché à Sousse, on a le CHU Farhat Hachet plus Sahlou, qui est aussi un nouveau centre qui vient d'être créé, et Kerouan, Korwe. Et puis, on a Sfax, les centres universitaires, c'est Sfax, évidemment, et Mednin. Et il y a de très fortes chances que le nouvel hôpital de Sfax, l'hôpital militaire, il va éventuellement avoir un service de médecine légale aussi propre à lui. Ce n'est pas encore officiel, mais a priori, ils vont dans ce sens-là. Et puis, on a les centres qui ne sont pas universitaires, c'est les centres donc, sanitaires. Donc, on a Beja, Zarouen, Gasseline, Gafsa, Gebs, Sidi Bouzid, et il manque un centre. Et puis voilà. Donc, on est à 19 centres. 19 centres, ça veut dire que on a plus de latitude à avoir des postes d'assistanat, enfin d'une carrière hospitalière universitaire. Je peux citer l'hôpital Sahlou, l'hôpital Nebel. Nebel, il vient d'avoir son deuxième assistant, une assistante qui vient de réussir la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y a encore de la place à Nabeul. À Nabeul, ils ont une grosse activité. C'est parmi il est dans le top 5 en matière de débit. Bizerte, c'est un centre qui va se développer très rapidement. Et puis Zarouen, il n'est pas encore à vocation universitaire, mais il vient d'avoir aussi un assistant qui a réussi au dernier concours. Et puis dans les autres services, notamment Bednin, on a 2 médecins aujourd'hui, donc c'est aussi un service qui carbure à fond, Gibbs. Donc je pense qu'il y a encore de la matière il y a encore besoin à être couvert, que ce soit dans le cadre de la carrière hospitalière universitaire, que ce soit dans le cadre de la carrière hospitalo-sanitaire. Alors, peut-être pour les collègues qui rêveraient d'une carrière en libre pratique, en privé,
peut-être, je dirais, ils ne trouveront pas leur compte dans la médecine légale parce que c'est clair que la médecine légale est par définition une spécialité hospitalière, rien que par la neutralité de l'hôpital public en matière d'autopsie. Donc, je ne pense pas que, de toute façon, partout dans le monde, hein, il n'y aura jamais de médecin légiste qui travaille en privé pour faire des autopsies. Par contre, pour faire des expertises et des cabinets d'expertise, c'est un champ qui commence à se développer. Et là, je peux citer si Ali Chedli, un de nos maîtres, qui était chef de service à Monastir et qui était aussi doyen de la faculté de médecine de Monastir, qui vient d'ouvrir juste après Covid et juste après son passage en retraite. Il s'est installé en privé avec un cabinet d'expertise médico-légale. Honnêtement, je n'ai pas de retour pour vous dire est-ce que c'est une carrière qui va... ou pas. Honnêtement, je n'ai pas de retour là et je devrais contacter Ali par rapport à cette information. Mais ce qui est sûr, il a le cabinet depuis plus qu'une année, hein, donc je pense que ça couvre le minimum requis pour garantir un revenu nécessaire. Voilà, donc par rapport aux formations post-universitaire, alors la médecine légale requiert, même si on ne le met pas noir sur blanc dans le cursus, mais on le met dans le portfolio, parce qu'on a développé un portfolio du résident, hein, on l'a validé au sein du Collège national, et notre idée, là je parle en attendant la confirmation par le président du collège, hein, Dr Alouche, qui est aussi le chef de service de l'hôpital Charles-Nicolle. Mais l'idée, c'est que les résidents qui vont rejoindre la spécialité à partir de janvier 2024 vont commencer à utiliser le portfolio. Et je pense que c'est un outil très, très utile pour l'apprentissage. Alors, dans le portfolio, on met qu'il y a un CEC qui nous est obligatoire. C'est le CEC en réparation juridique du dommage corporel. C'est le CEC, les ممكن مشهور في الفاكولté يقول لك CEC نتاع les expertises. Effectivement, parce que c'est un CEC nécessaire pour pouvoir réaliser les expertises d'évaluation du dommage corporel en matière d'accident de la circulation. Et puis, il y a des CEC qui peuvent aider à la spécialité, notamment le CEC en toxicologie, le CEC en addictologie, et puis dans d'autres facultés, il y a le CEC, même à Tunis, mais aussi à Sfax, à Monastir et à Sousse, le CEC en éthique, CEC en droit médical, et puis le CEC en certificat médicaux à Sfax. Il y a le CEC de psychiatrie légale, même si on n'est pas habilité à réaliser ce type d'expertise, mais c'est très, très utile pour le légiste d'en connaître les rouages, les principes de base, etc. Alors, le collège, il est, depuis que je sache, hein, et c'est parmi les collèges les plus actifs. On a un programme de PU assez régulier, très riche. Déjà, demain et après-demain, il va y avoir un EPU. Il y a 2 semaines, il y avait un autre PU. Donc, c'est des EPU qui sont répartis sur les différents services qui organisent les différentes facultés. Et puis, par rapport à la formation, je pense que de plus en plus, surtout maintenant hein, que les équipes sont étoffées, de plus en plus l'activité de recherche elle se développe. On a réalisé une bibliothèque de la spécialité, enfin des publications de la spécialité, et on constate que quand même on est une spécialité qui publie assez fréquemment, bon, pas autant que d'autres, je dirais, mais beaucoup plus que d'autres spécialités aussi. Voilà, donc en résumé, je dirais que c'est une spécialité complète parce qu'elle inclut une activité clinique, une activité de recherche, mais aussi une activité particulière hein, de thanatologie, c'est-à-dire de sciences de la mort. Il s'agit d'une spécialité demandée peut-être plus par les autorités judiciaires que par les autorités sanitaires. Hein. Bon, bizarrement, on travaille au ministère de la Santé, mais la majorité de nos prestations sont offertes à la justice. Mais c'est aussi une bénédiction qu'on soit annexé au ministère de la Santé et pas au ministère de la Justice ou de l'Intérieur par rapport à notre neutralité et indépendance professionnelle.
Et je dirais aussi qu'il s'agit d'une spécialité qui nous donne des domaines d'expertise différents mais requis, notamment en matière de droit médical, en matière d'expertise médicale et en matière d'éthique et de déontologie, ce qui en fait vraiment une spécialité unique. Mais à mon avis, la condition primordiale, allez, on va dire ça comme ça, c'est d'aimer la spécialité, de vouloir la faire, parce que sinon, voilà, on va plus voir la difficulté que les bénéfices escomptés, et on va plus voir les obstacles plus que les opportunités offertes. Alors, avant de terminer, je sais que beaucoup de collègues, hein, et je respecte ça, hein, parce que pensent à l'export d'expertise et l'export à d'autres pays. Je peux vous dire que la France, qui vient d'ouvrir pour la première fois des postes à l'EVC, en médecine légale, parce qu'avant, il ne s'agissait pas de spécialité à proprement dit, hein. C'était une formation post-universitaire, un desk. Et il faut dire aussi que quand on fait médecine légale et qu'on a un background en santé publique, ça fait de nous des candidats très très sérieux par rapport aux ONG humanitaires et aux ONG, aux instances onusiennes. Et on a des collègues tunisiens, médecins légistes qui travaillent avec le CICR, hein, le Comité international de la Croix-Rouge. On a des collègues qui travaillent avec Amnesty International. On a un collègue qui a travaillé pendant 5 ans avec UN Refugees. On avait, enfin, l'organe de l'ONU des réfugiés et de l'immigration. Donc, du coup, ça peut aussi ouvrir des perspectives pour les collègues qui voudraient avoir une carrière au sein de ces ONG et de ces institutions onusiennes. Alors, le temps de m'arrêter, je vais parcourir rapidement le chat. Donc, est-ce qu'il y a des postes HU en médecine légale? Je pense que j'ai répondu. Vous avez déjà répondu. C'est oui, mais voilà. Quels sont les CEC? Je pense que j'ai anticipé tout, hein, c'est magnifique ça. Les perspectives, voilà, donc j'ai rajouté des perspectives autres que carrément hein, l'exercice médico-légal proprement dit. Et puis, est-ce que le mode de vie d'un médecin légiste est stressant? Peut-on faire des masters en sciences juridiques? Alors, je commence par la master en sciences juridiques, oui. Et on est même privilégié, hein, parce qu'on a des connaissances autres. Déjà, Fitoun, ça, on a un master en sciences juridiques le 9 avril. C'est un très, très bon master de recherche. Et il y a le master en droit médical et criminologie à l'école de sciences politiques de l'Ariana, qui est aussi un excellent master et on est privilégié. Alors, je termine par cette question que j'aime bien par rapport au mode de vie, hein, parce que تعرفوا sans surprise, hein, أول حاجة وقت اللي يقابلك حتى collègue médecin يعرف اللي أنت médecin légiste, on a toujours les mêmes questions. ترقدوا بالكدا، تاكلوا normal، تاكلوا اللحم، تعيشوا عادي. Écoute, je comprends, hein, la mort c'est mystérieux, donc ça prête au fantasme. Alors, je dirais tout d'abord, on n'est pas déshumanisé, hein, c'est pas vrai. On n'est pas déshumanisé, on sent la peine des sujets décédés de leur famille. Il y a certains cas qui vont rester à l'esprit. Et moi, personnellement, c'est surtout tout ce qui est crimes sexuels incluant des enfants. C'est des crimes qui me dérangent beaucoup, personnellement, parce qu'on se projette dedans, etc. Ceci dit, on s'habitue, là aussi, c'est pas vrai. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on développe des capacités de résilience, je pense, plus importantes que d'autres collègues. On arrive à dissocier l'émotionnel, le personnel du professionnel. Je peux me rappeler hein, les attentats terroristes qu'on avait vécus, que ce soit Bardo, Mohamed Khams, etc. Je me rappelle très bien, Kif Malioum, Choukri Belaïd, c'était ma vacation d'autopsie et on a entendu que c'est arrivé vers 6 heures du matin. On reçoit le corps vers 19 heures de l'après-midi. Entre-temps, toute la charge émotionnelle, le stress, les journalistes, les avocats, etc. Mais quand on a le corps devant nous, ce qu'on développe, c'est ce côté professionnel. On doit rechercher des preuves, on doit agir avec professionnalisme, on doit répondre
à la justice avec les meilleures conclusions possibles. Et par rapport au stress, je ne pense pas qu'on a plus de stress que nos collègues gynécologues. Honnêtement, atini autopsie صعيبة وما تعطينيش امرأة عاملة HRP باش تموت هي والبيبي وما عنديش réserve de sang. Honnêtement, c'est des moments que je ne voudrais pas vivre. Du moins pas au quotidien. Peut-être مرة أيام كل يوم, ça c'est. Je pense que c'est Imbar qui m'a dit qu'elle vous en parlera mieux que moi. Voilà. Donc, je suis à vous si vous avez des questions spécifiques. ومرحبا بكم للي يحب يعمل الاختصاص. احنا بالعكس احنا رانا عائله واحده واللي باش يجي معنا منها الاولاني va rejoindre la famille. Et puis في الاخر بالكل chacun sa compétence, son côté professionnel qui va faire de lui ce qu'il sera. Voilà. Moi je m'attendais à votre clin d'œil pour Bones comme l'année dernière. On change. Mais là, qui te colle en bonus, Black, ils se mettent dedans. Ils se voient en train de faire. Effectivement, Louni Kalouli, c'est une série qui reflète le plus la réalité. Pourtant, si le côté raisonnement, il n'est pas faux. Mais la facilité